Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je vais donc inviter toutes celles et ceux comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Zambé. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Pendant que je vous parle en l'instant présent, beaucoup nous ont quittés hier soir. Ils se sont couchés et ne se sont pas réveillés. Beaucoup sont sortis de chez eux hier. Ils ne sont jamais rentrés parce qu'ils sont morts par accident, de crise cardiaque. Ils sont morts de maladie. Ils sont morts d'empoisonnement. Ils sont morts au combat. On leur a tiré dessus, mais ils sont partis. Mais vous avez eu la grâce de Dieu, du Tout-Puissant, grand architecte de l'univers, de voir ce jour, quel que soit votre état de santé, quel que soit votre état de maladie, quel que soit votre handicap physique, parce que nous sommes tous des handicapés, et Dieu nous a créés ainsi parce que nous sommes complémentaires des uns des autres. Quelle que soit votre situation, aussi longtemps que vous serez en vie, ce jour, profitez, célébrez la vie et glorifiez Dieu. C'est très important. Rien en dehors de Dieu n'est au-dessus de la vie. Rien. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, la même air n'aspire, on respire, ne se vend et ne s'achète nulle part. Seul Dieu peut vous l'offrir. Alors, je profite donc de cette air, de ce souffle de vie que Dieu m'a donné ce matin pour parler à toutes celles de ceux qui m'ont accompagné depuis pratiquement 32 ans et qui sont encore vivants. Mon message de ce jour s'adresse à tous les présidents africains en général, mais en particulier au président camerounais. Je m'adresse à tous les présidents. Je m'appelle Nouma, c'est mon nom. Nouma Patrice Freeman, c'est mon nom. Je suis camerounais de naissance, de nationalité et d'origine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis militaire de formation. J'ai quitté mon pays depuis 32 ans. Pas parce que j'étais très fort, pas parce que j'étais très bon, pas parce que j'étais plus intelligent. Non, tout simplement parce que j'ai fait la collection du courage de nos aïeux, de ceux qui étaient là avant moi, pour vous dire ce que j'ai dit depuis 32 ans, dont j'ai eu la certitude il y a 3 jours. Beaucoup avant moi en ont parlé. Beaucoup avant moi sont morts parce qu'ils avaient vu ça. Ils avaient vu ces gens. Ils ont été tués. Toute personne, publiquement, qui a osé dire, a été éliminée d'une façon ou d'une autre. Ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, je ne suis pas chanceux. Non, parce que je n'aime pas le mot chance. Je suis un enfant extrêmement béni par le grand architecte de l'univers. Parce que je vais m'adresser à Olingi Nguema, je vais m'adresser à Sassou Nguesso, je vais m'adresser à Ali Bongo, je vais m'adresser à Paul Biya, je vais m'adresser à Kaka Debi, je vais m'adresser à Touadéra, je vais m'adresser à tous ces présidents-là ce matin. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez oublier ce que j'ai dit il y a longtemps, mais conservez ce que je vous dis aujourd'hui. Si j'ai un jour dit quelque chose parce que ça allait dans ce sens, et qui vous a vexé, alors que j'étais dans la droite ligne de vous éclairer, je m'en excuse, ce n'était pas volontaire. C'est le cœur d'un Africain qui parle. Un Africain qui connaît ce que vous représentez dans nos vies, ce que vous représentez dans notre histoire, ce que vous représentez pour le continent africain et ce que vous représentez pour Dieu. Les nôtres ont connu beaucoup d'humiliations. L'esclavage, la traite négrière, les guerres, les humiliations. En vous parlant régulièrement, j'ai toujours souvenir de ce que nous avons vécu et j'ai souvenir de ce que vous représentez en tant qu'élu, choisi par certains de vos peuples et choisi par ceux-là qui ont toujours voulu que, en vous, vous soyez des représentants de la continuité
du néocolonialisme. J'ai donc toujours dénoncé en vous disant, je suis un éclaireur. Un éclaireur dans l'armée, c'est quelqu'un qui est toujours devant. S'il y a une mine, elle explosera et ça avise ceux qui sont derrière. Je me suis consumé comme une bougie pour vous éclairer, pour vous éviter une certaine humiliation. Mais pour des intérêts de certains égoïstes, de certains qui sont autour de vous, on a vite fait de vous faire comprendre que Nouma, Patrice Freeman que je suis, vous déteste, ne vous aime pas. Déteste le Cameroun, déteste Paul Biya, déteste sa femme, déteste ses enfants, déteste Obiangema, déteste Sassou Nguesso, déteste Idriss Déby. Déteste tous les présidents, mais on ne s'était jamais arrêté sur ce que j'ai toujours dit. Mais comme Dieu est Dieu, il a voulu que je sois présent ce jour pour vous dire et présenter avec preuve à l'appui ce qu'on a toujours refusé de vous faire accepter, ou bien ce que certains d'entre vous ont volontairement refusé de voir et de comprendre. Quand bien même leurs confrères ont été assassinés pour les mêmes raisons. Je convoque ici le président Idriss Déby. Alors mes chers amis, il y a de cela quelques jours, il s'est passé quelque chose en France que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu et que beaucoup d'entre vous ont eu peur de commenter, alors que cette action-là définit toute l'histoire de l'Afrique, des crimes, des assassinats dont vous êtes victimes, dont nous sommes victimes depuis au moins 100 ans en Afrique. Ce qui s'est passé en France, il y a pratiquement 72 heures, démontre à suffisance pour ceux qui ne veulent ou n'arrivent pas à comprendre que les dirigeants français sont des terroristes, des financiers terroristes. Ça n'a rien à voir avec la France. Ça n'a rien à voir avec le peuple français. Ça a à voir avec les dirigeants français. Les dirigeants français. À l'époque, il y avait une exception. Mais aujourd'hui, avec ce que je vais partager avec vous, vous allez comprendre que ça a toujours été comme ça depuis pratiquement plus de 100 ans dans le monde et pratiquement près de 80, 60 ans en Afrique. Tuer, tuer, tuer et tuer. Mes chers compatriotes, il y a 72 heures, le président français Emmanuel Macron a reçu un terroriste dans ses bureaux à la présidence, avec le faste que vous connaissez, un accueil républicain, la garde républicaine, la sécurité, les honneurs. Je reprends. Il y a exactement 72 heures, le président français a reçu à la présidence de la République le président syrien que vous voyez sur cette photo. Il rit aux éclats, il se tapote, il serre la main, il s'embrasse, il se congratule. Ce type est un terroriste, un djihadiste, un assassin qui a tué des Africains, qui a tué des humains, qui a tué des Français, dont on nous a toujours présenté comme étant un terroriste. Mesdames, messieurs, parler ici, ce n'est pas moi qui le dis. Pour une fois, parce que le mal est tellement profond qu'ils n'ont pas pu s'abstenir, ils n'ont pas pu le cacher. Il fallait qu'ils le disent. Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Ils ont décidé eux-mêmes de venir nous présenter cela. Je savais, parce que j'en parle. Les miens savaient. Ils ont tous été assassinés. Le dernier assassiné pour avoir dit ça s'appelle Idriss Déby. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que j'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... Mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, je pense que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant.
la guerre a éclaté. Les mercenaires avaient attaqué, ils mènent ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, ils Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et là, aujourd'hui, combien de temps encore? Pour autant, je pense que... Mes chers compatriotes, je voudrais vous amener à observer, à écouter et à regarder ce documentaire français, l'accueil de ce terroriste président par le président Emmanuel Macron. Écoutez et regardez. Pendant ce temps-là, le président Emmanuel Macron va recevoir demain à l'Élysée Ahmed al-Shara, le nouveau président syrien au pouvoir depuis la chute de Bachar al-Assad, un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda. Est-ce que cette visite est opportune? On fait le point avec Sarah Fenzari, on en débat ensuite. Costume, apparence soignée et barbe bien taillée, Ahmed al-Shara a lissé son image, prêt à dialoguer avec le monde. Le président syrien a abandonné son nom de guerre, celui avec lequel il dirigeait les troupes djihadistes, avec le front al-Nosra. En décembre 2024, il mène l'offensive décisive sur Damas, provoquant la chute du régime de Bachar el-Assad. Nommé président par intérim, il délaisse son turban et promet l'apaisement. Pourtant, des massacres d'Alaouites et de récents combats avec des Druzes ont secoué le pays ces derniers mois, de quoi faire naître de vives critiques alors qu'il rencontre le président Emmanuel Macron demain. Une invitation qui choque Marine Le Pen. Stupeur et consternation, recevoir un djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda, autoproclamé président de la Syrie, alors même que les milices islamistes qui ont semé la mort parmi nos compatriotes au cours d'attentats sanglants massacrent les minorités, relèvent de la provocation et de l'irresponsabilité. En revanche, pour Arthur Delaporte, député socialiste, l'heure est à l'accompagnement de la Syrie. D'une reconnaissance des droits fondamentaux, d'une transition démocratique et de la stabilité à la fin. Avec cette rencontre, l'Élysée souhaite apporter son soutien à la construction d'une nouvelle Syrie, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne. Bienvenue dans le débat. Le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Premier déplacement en Europe de l'homme fort de la Syrie. Cette visite intervient alors que des exactions contre les minorités kurdes ou alaouites ont eu lieu en Syrie. Alors que recherche la France en invitant l'homme fort de la transition en Syrie à l'Élysée? Quels sont les objectifs d'al-Shara pour qui il s'agit du premier déplacement en Occident? Où en est la Syrie plus de 5 mois après la chute de Bachar el-Assad? al-Shara à Paris, est-ce la fin de l'isolement en Syrie? On en parle tout de suite avec mes invités. On attend cette conférence de presse d'Emmanuel Macron et d'Ahmed al-Shara dans quelques minutes.
On attend dans quelques minutes une conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Elysée avec justement le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara. En attendant, je vous propose de faire un point en images avec Charlotte Gillard. Un président syrien visiblement décontracté, dribblant en chemise blanche et cravate rouge. Sur ce terrain de basket de Damas, Ahmed al-Shara épouse les codes des Occidentaux. Des images qui contrastent avec celles du chef de guerre djihadiste. Celui qui portait encore le turban il y a quelques mois, vétéran d'Al-Qaïda, se retrouve aujourd'hui à la tête de la Syrie. Et pour son premier déplacement en Europe, est reçu à l'Elysée. Marine Le Pen dénonce une entreprise de séduction. Aujourd'hui, il pèse une suspicion très lourde sur le président syrien d'organiser ou de couvrir le massacre des minorités, alaouites ou druzes. Et donc je pense que le président de la République, en faisant cela, commet effectivement une provocation. La venue d'Ahmed al-Shara en France survient au moment où la Syrie est frappée par une série d'attaques visant les minorités du pays ou ciblant des lieux de fête, comme hier dans cette boîte de nuit de Damas. Sous condition, l'Élysée souhaite proposer son aide à la reconstruction du pays, une main tendue vue d'un bon œil par la France insoumise. Je crois qu'il y a eu un immense espoir qui a été levé par la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et donc je crois qu'effectivement, le fait qu'il y ait des liens entre la France et la Syrie est effectivement une bonne idée, oui. S'il se plie aux lignes rouges de l'Élysée, le président syrien pourrait voir se lever les sanctions économiques envers son pays. Adel Bakawan, il a raison, Emmanuel Macron, de recevoir Ahmed al-Shara. Oui. Absolument, oui, absolument. Malgré les exactions qui ont eu lieu contre les Alaouites, contre les Druzes. Au-delà de cette instrumentalisation politique qu'on fait aujourd'hui en France de la part des acteurs politiques, mais à l'échelle internationale, au niveau du champ diplomatique, je pense que le président de la République fait un très très bon geste. Il faut absolument accompagner la Syrie. Il faut absolument éviter par tous les moyens le scénario libyen, yéménite, irakien, soudanais, etc. On est dans le contexte d'un pays du printemps arabe, on a un acteur qui n'est pas un acteur diplomatique, politique, traditionnel. C'est un acteur qui était Al-Qaïda, devenu Daesh, redevenu Al-Qaïda, qui a abandonné le djihad international pour adopter le djihad nationaliste. Maintenant, il faut l'accompagner pour l'encadrer, pour le guider, pour l'orienter dans un cadre bien déterminé. Bien, vous avez donc écouté le commentaire de la journaliste, le commentaire des journalistes eux-mêmes qui décrivent ce monsieur. C'est grave, très grave. C'est très grave parce que peut-être vous allez découvrir ça à travers cette vidéo. On n'a pas fait plus d'autres commentaires que ce que vous venez de voir là. C'est passé vite fait. Tous les hommes politiques français, ou presque, à l'exception d'un que j'ai appelé... d'un homme politique, son nom vient de s'échapper de mon cerveau avec tout ce que j'ai. Avant de continuer, je vous invite donc à écouter cet homme politique-là, qui a des boules, qui a dit ce qu'il pensait, que c'est une bêtise à nulle autre pareille. Mais ce n'est pas une bêtise parce que c'est comme ça que la France a toujours vécu. Écoutez et regardez. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président de Debout la France. C'est un accueil à l'Élysée et une poignée de main très controversée. Poignée de main entre le président français et le dirigeant syrien, qui est aussi un ancien djihadiste. Malgré les critiques et la polémique, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron met en avant une coopération nécessaire contre le terrorisme. Vous ne pensez pas, malgré tout, que cette rencontre peut nous être utile aujourd'hui en termes de renseignement, de sécurité pour notre pays ? Vous plaisantez. Pourquoi donc? On appelle à l'aide un homme qui s'est réjoui de l'attentat du Bataclan comme président d'Al-Nosra, un djihadiste d'Al-Qaïda. Mais quelle honte! Mais hier, j'avais la chair de poule de me dire la honte de ces images. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ces images? J'ai pensé aux victimes du Bataclan. Mais quelle image de la France! Emmanuel Macron a mis du sang sur la main. C'est insupportable pour moi. Il mérite la destitution, plus que jamais. La destitution pour avoir reçu, malgré tout, un terroriste par intérim. Un terroriste. Il préside aux destinées d'un pays qui est un carrefour dans la région. Mais un carrefour, quelqu'un qui s'est réjoui des attentats. Une chose est d'avoir une ambassade, à la rigueur. Une autre,
et d'avoir des rencontres à l'ONU, ailleurs, encore qu'il a fallu demander à l'ONU la permission, puisqu'il est classé comme terroriste. Évidemment, il y avait un mandat, tout à fait. Il y a un mandat, il est interdit de séjour aux États-Unis. Il est sous mandat d'arrêt. Mais quelle honte pour les victimes du terrorisme. Et il appelle au secours, il lui donne des tapes dans le dos. Mais enfin, Emmanuel Macron a perdu la tête. On entend votre stupéfaction. Bien, ce monsieur est un élu français. C'est lui qui s'indigne là. Nous ne sommes pas tous d'accord. Alors je vous ramène donc au premier documentaire. Le monsieur est accueilli, tambour battant, la garde présidentielle. Également dans l'actualité, la visite très controversée à Paris du président syrien Ahmad al-Shara au pouvoir à Damas depuis la chute du dictateur Bachar el-Assad. Il a été accueilli cet après-midi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Fallait-il inviter cet ancien chef rebelle qui fut membre d'un groupe issu d'Al-Qaïda? Alison Tassin et Vincent Abelaneda. Toujours interdit de voyage par l'ONU, Ahmed al-Shara a dû demander une dérogation spéciale à l'organisation pour se rendre à l'Élysée. Emmanuel Macron, premier chef d'État occidental à recevoir le président syrien par intérim. Une visite très critiquée par la droite et l'extrême droite. On ne reçoit pas d'anciens terroristes pour leur invoquer. Le tapis rouge de l'Élysée aura la couleur du sang, selon Éric Ciotti. Quant à Marine Le Pen, elle dit sa stupeur et sa consternation. Car malgré son nouveau costume, personne n'a oublié le passé de membres d'Al-Qaïda et de fondateurs du mouvement terroriste Al-Nosra, d'Ahmed al-Shara. Lui tente désormais de correspondre aux codes occidentaux. Comme ici, en jouant au basket, sur ces images diffusées juste avant son départ pour Paris. Il y a de sa part une volonté de montrer son côté fréquentable, sans des propos beaucoup plus mesurés que ceux qu'il a pu tenir à l'époque du Front Al-Nosra. Aujourd'hui, il se présente comme un chef d'État. Pour le président français, l'important reste de parler à tout le monde pour assurer une forme de stabilité dans la région. J'ai rappelé qu'il devait tout mettre en œuvre pour assurer la protection de tous les Syriens sans exception, quelle que soit leur origine, leur religion, leur confession, leur opinion. Un message de fermeté à l'heure où en Syrie, les massacres ont fait plus de 1700 morts chez les minorités alaouites et druzes. Le pays reste dans un équilibre très précaire. La garde républicaine française, les autorités, se tapotent. Vous comprenez la gravité de la situation. Ce monsieur-là, il est interdit de venir aux États-Unis. Il est toujours considéré comme étant un terroriste. Vous comprenez que nous avons là affaire à des gens dangereux qui ont tué des humains, ils ont tué des Français, ils ont tué des Africains pour pactiser aujourd'hui avec les tueurs des humains, les terroristes devenus présidents. Il est important, toi, président africain qui m'écoute ce matin, toi qui as refusé d'accueillir ton fils, que je suis, que nous sommes, ils sont nombreux en France, ils sont nombreux aux États-Unis, en Angleterre, avoir été exclus de leur propre pays parce qu'ils vous disaient ce que ces gens-là vous font, comment ces gens-là vous traitent. L'infantilisation, le mépris. Vous avez abandonné vos propres enfants à l'extérieur parce que ces enfants-là ont eu le courage de vous dire « Non, papa Paul, fais attention, ces gens-là sont en train de t'humilier. » J'ai encore un souvenir qui est tellement présent dans mon corps que rien ne peut l'effacer. Parmi toutes les photos, Dieu seul sait que le président Paul Biya a tellement de millions de photos avec des personnalités qu'il n'y en a qu'une seule qui m'a marqué et que je ne pourrai jamais oublier. Que le même réseau de mafieux ont fait dépenser des milliards au président de la République Paul Biya, passant par le fils de Laurent Fabius, pour que Paul Biya rencontre Hollande. Il a payé beaucoup d'argent et des milliards. L'argent était donc passé par le fils de Laurent Fabius, appelé Thomas Fabius, président de la République du Cameroun. Il est tenu debout, comme vous voyez sur cette photo. Sur cette photo-ci, vous avez l'impression que le président attend une personnalité étrangère très importante ou son homologue président d'un pays ou le représentant des Nations Unies ou bien des États-Unis. Mais non! Le président de la République attend un bandit. Un bandit, un voyou. Un endetté des casinos. Thomas Fabius que vous voyez là. C'est une autre forme d'humiliation. On est capable de te faire recevoir par une femme de ménage, par un bandit, tout simplement parce qu'il faut t'humilier. Et pour cela, il a payé beaucoup d'argent. C'est des photos que vous voyez là. Le président Paul Biya n'est pas seul.
La plupart des présidents africains ont été victimes de ces humiliations. Raquettes, humiliations, chantage, assassinat. L'avocat Robert Bourgi a mieux expliqué cela. Après avoir utilisé nos présidents, après les avoir humiliés, ils sont assassinés. Bourgi vous a expliqué le cas de Bongo. Un jour, j'ai accompagné un ambassadeur d'un pays africain, le Gabon. C'était l'ambassadeur du Gabon à Paris. Je l'accompagne, Chirac était président de la République. Et je prends rendez-vous, mais les rendez-vous à l'Élysée, M. Perelman, ça n'était pas dans le bureau du général qu'occupait M. Chirac. C'était dans le bureau de Dominique de Villepin, qui, depuis la mort de Jacques Foucard, a été fait par Chirac le réceptionnaire de tout cela. C'est là que ça se passait. Et donc, nous allons avec l'ambassadeur du Gabon à Paris, porteur de la mallette, je ne l'ai jamais porté, attention, porteur de la mallette, nous allions dans la voiture diplomatique à l'Élysée, toujours garé avenue Marigny, on passait par le portail de l'avenue Marigny. Plus discret. Et, pardon ? Plus discret. Beaucoup plus discret. Mais la plaque 43 CMD1, ça se voit immédiatement. Et on montait à l'étage où était le secrétaire général de l'Élysée. Nous rentrions dans le bureau du secrétaire général. Ça va, monsieur l'ambassadeur et tout. Mais les éléments de langage avaient été donnés déjà à Villepin par moi. Ça se passe bon. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait, le bureau mitoyen, Chirac entrait, monsieur l'ambassadeur, il s'est parlé, vous voyez. Comment va? Tout va bien? Et l'ambassadeur lui dit, monsieur le président, pour votre action politique, le président Bongo m'a chargé de vous remettre cette mallette. D'accord. Chirac regarde la mallette et il voit que il y a des codes. Il dit bon, je vais l'ouvrir. Et il dit mais il y a un code, monsieur le président. Et il dit bon, quel est le code? Il regarde l'ambassadeur, il dit quel est le code? Il dit monsieur le président, j'ai pas le code. Il dit comment vous n'avez pas le code? Il dit non, c'est Robert qui a le code. Et moi, j'étais le seul à connaître le code et Pascaline. Quand il y avait Pascaline, il n'y avait pas de code. Il n'y avait pas de code, mais elle savait quel était le code, 555. Alors je me tourne vers Villepin qui était sur ma droite. Je lui dis, Dominique, est-ce que vous pourriez me donner un bout de papier? L'instruction de Bongo était précise. Alors Chirac me regardait et Dominique vient et me donne le papier et je fais 3-5. Je plie en 4 le papier et je le donne au président qui l'ouvre, le met dans la poche, actionne tout de suite. Ah, il m'a gâté. Mais que de billets de 500. Il n'y a que des billets de 500. Il dit oui, monsieur le président, ça prend pas beaucoup de place, les billets de 500. Voilà. C'est comme ça que ça se passait, monsieur Perelman. Il vous a expliqué le cas de Mobutu. Il vous a expliqué le cas du président Gbagbo. Tous ces présidents-là ont été humiliés. Et je suis sûr qu'au départ, le plus tard possible, quand Dieu rappellera le président Paul Biya, je suis convaincu que Bourgi écrira une lettre, un livre de mémoire pour raconter, parce qu'il a raconté il y a quelques jours, ses rencontres avec Paul Biya et Amadou Ahidjo, il n'est pas allé plus loin. Il ne peut pas nous dire qu'il a pris des mallettes partout, sauf au Cameroun. Il reviendra là-dessus un jour. Ils ont donc été humiliés ainsi. Chaque fois. Ça me rappelle Bokassa, qu'on a accusé comme ça d'avoir qui mangeait des bébés. On a retrouvé des bébés dans ses frigos. Il a été tué, humilié, alors qu'il nourrissait ces gens-là avec le diamant. Alors, je voudrais revenir sur certains propos qui ont été tenus ici. Excusez-moi d'enlever le lunettes de mon ami Augustine. Au regard du premier documentaire, l'extrait vidéo que vous avez vu dans la première vidéo, il y a un monsieur qui dit « Maintenant, il faut l'accompagner. » Parlant du président terroriste syrien. Il faut l'accompagner, l'encadrer. Il faut l'accompagner, l'encadrer pour le guider, pour l'orienter dans un cadre bien déterminé. Ce monsieur-là, je rappelle encore, était un tueur. Il a tué des gens. C'est un terroriste. Eux-mêmes le disent dans le documentaire. Les djihadistes. Il a changé de nom. Dans le charabia malsain que racontent ces instruments des crimes et de la mort, des crimes de masse, ces promoteurs des crimes de masse, personne ne relève les vies des Français et des Françaises. Personne ne relève les vies des Syriens
innocents. Personne ne relève des enfants français que la France a instrumentalisés, envoyés au front, aller soutenir ce tueur. D'autres, ils sont encore prisonniers, que la France refuse de reprendre dans son pays. Mais la France accueille celui-là qui a tué et utilisé ses enfants pour déposer des bombes et tuer des civils. En ce moment bien précis, certains enfants sont prisonniers. La France refuse de les récupérer parce que c'est à travers les canaux français que ces enfants sont allés soutenir ce monsieur-là au combat. Ils sont considérés comme étant des terroristes. La France refuse de les reprendre. Certains parce qu'ils sont des Arabes, certains parce qu'ils sont des Français qui sont partis comme ça. Mais la France reçoit celui-là qui les employait sur le terrain pour tuer, pour ôter des vies. La France reçoit ce monsieur-là, avec le faste que vous avez vu. Ces malfaiteurs qui sont sur ces journalistes malfaiteurs, promoteurs de la mort. Personne ne relève ça. Les Français sont prisonniers en Syrie. Les enfants, les adolescents qui ont été utilisés comme des instruments à donner la mort aux autres. La France refuse de les récupérer. Mais la France accueille celui-là qui les employait pour aller tuer. Il était le chef terroriste. Il est devenu président. Il est accueilli en France. Mais entre-temps, mes parents du Mali sont combattus, sont détestés, menacés d'assassinat. Parce qu'ils ont décidé de prendre le pouvoir pour combattre cet état de fait, cet état de choses. Mes parents au Burkina sont menacés de mort tous les jours. Mes parents au Niger sont menacés de mort tous les jours parce qu'ils ont décidé de mettre fin à cet état de choses. Ils ont vu les leurs mourir, tués par les Français pour faire croire qu'il y avait le terrorisme. Au Mali, ils ont vu les leurs mourir, tués par les Français parce qu'ils ont vu les leurs assassinés par l'armée française, qu'on utilise, par les terroristes, qu'on instrumentalise, qu'on finance. Au Niger, même chose, ils ont décidé de prendre leur destin en main. Pour avoir fait ça, pour avoir détecté, pour avoir vu comment les crimes sont organisés, comment le terrorisme est financé, comment le terrorisme est instrumentalisé, pour tuer, ôter les vies au Sahel. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Alors la France a dit, ah ok, vous avez pris votre destin en main, vous voulez vous débarrasser des tueurs que nous sommes? Non, on ne vous laissera pas faire. Et à travers la visite de ce monsieur, vous avez compris le rôle des Nations Unies. Cette chose-là, comme appelait ce machin, il avait dit ce machin, comme disait le général de Gaulle. Pour qu'il puisse être reçu, nous dit-on, le président français a demandé une dérogation aux Nations Unies de recevoir un terroriste. Seigneur, je donnerai tout pour que le président Biya, si j'enlève la fonction président, je dirais je donnerai tout pour que le père Biya ne soit pas humilié comme ça. Que ça n'arrive plus. C'est arrivé depuis 42 ans. Depuis plus de 50 ans ou 52 ans que ce monsieur aux affaires. L'humiliation a trop duré. Chers parents, n'acceptez plus vous faire humilier comme ça. Je suis prêt à donner ma vie pour que ça n'arrive plus. C'est trop flagrant, c'est méprisant, c'est humiliant, c'est ridicule, c'est salissant, honteux. Nos parents, des bandits comme ça viennent manquer le respect à nos parents. Des bandits de la pire espèce, des criminels qui se cachent derrière des artifices, derrière des emblèmes, derrière un État, derrière une fonction, derrière un pays, pour tuer délibérément, publiquement des gens. Personne ne dit rien. Il a pris une dérogation pour tuer. Il a pris une dérogation aux Nations Unies pour recevoir un terroriste. Pendant ce temps, les présidents des pays africains sont persécutés. Ceux qui disent non sont persécutés, sont interdits de voyager. Mais on n'a pas donné, ils n'ont pas fermé l'espace de leur avion qui transporte le terroriste. Mais on ferme l'espace aérien au président désigné par des Africains. Oui, monsieur, il a fallu que tu revoies ça de tes propres yeux pour comprendre dans quel monde nous vivons. Vous comprenez donc que cette organisation criminelle est tellement puissante qu'ils ont tenté à plusieurs reprises de ôter la vie au président Donald Trump. Vous comprenez pourquoi? Ils ont tenté l'assassinat politique du président Donald Trump. Ils ont tenté l'assassinat médiatique du président Donald Trump. Ils ont tenté l'assassinat physique plusieurs fois du président Donald Trump. Pourquoi?
Parce que le président Donald Trump est celui-là qui avait déjà arrêté des militaires français. Oui, monsieur. Premier mandat, il a arrêté des militaires français en Syrie. Il a dit à Macron, j'ai arrêté tes gens pour venir les récupérer. Oui, monsieur. Alors, vous comprenez donc que quand Macron, ce président-là, prend la tête de toutes les personnes qui détestent le président Trump en France et en Europe, lors des élections qu'il a perdues, une perte organisée avec le président Joe Biden, c'est parce que Macron connaît très bien que dans le jeu des financiers terroristes qu'ils organisent en Europe et partout, le président Trump connaît. Il va démonter cela. Parce que ces gens ne sont pas dans une logique de vivre ensemble. Ils sont dans une logique de ramener à la surface les contre-valeurs, les sodomifiants, comme vous connaissez. Et moi, je suis un homme de paix, je suis un père de famille, je suis quelqu'un d'attentif au malheur des gens, etc. Et je me dis qu'il faut essayer de réintroduire de la responsabilité. Et actuellement, je suis désolé de le dire, mais Macron, c'est un homme totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, je veux pas polémiquer, mais il n'est pas tout à fait normal que Macron n'a pas d'enfant, le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre contre la Russie qui n'ont pas d'enfants. Bon, moi, j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils, je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard qu'ont racheté l'Ukraine. Les LGB, whatever, de les ramener. Alors Trump n'est pas là-dedans. Trump refuse ça. C'est pour ça que le président Trump, quand il est arrivé, l'une des décisions qu'il prend, executive order qu'il a pris, c'était de fermer le ministère de l'Éducation. Les gens ont pleuré. C'est ce ministère-là qui finançait les enfants qui allaient changer de sexe. Tu es une femme, on te dit non, deviens homme. Tu es homme, on te dit deviens une femme. Ce sont les Macron qui étaient à la tête de ces comportements. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que Macron se retrouvait parfois dans des salles de classe avec des bébés pour leur apprendre les sodomifiants. Parce que ces gens-là n'ont pas d'autre politique. Ils n'ont pas une vision objective. Ils n'ont pas une vision. Ils sont des gens qui sont là pour discourir. Alors comme le président Donald Trump est un homme politique qui n'est pas politique, est un président qui ne fait pas la politique, qui n'a pas utilisé des canaux habituels. C'est-à-dire, le président Donald Trump ne sort pas d'une école de sciences politiques qui définit la science du mensonge. Le président Donald Trump ne s'est jamais fait sodomifionzer. Écoutez-moi très bien. Vous, chef d'État africain, dont on soumet, d'autres vous devenez des homosexuels, d'autres vous devenez des sodomifiants, vous devenez des vendeurs d'organes humains, des buveurs de sang. Dites-moi le sang de qui Trump a bu pour devenir président. Voilà comment ces gens-là vous ont donc instrumentalisé, infantilisé. Ils vous ont soumis à toutes sortes de choses au point où aujourd'hui, vous devenez prisonnier de ces gens-là. Et chaque fois que l'un de vos fils ou vos filles essayent de vous parler, vous disant, monsieur le président, ces gens-là, nous les connaissons. Voici ce qu'ils vous réservent. Vous ferez de moi un adversaire, un ennemi, voire même tuer. Beaucoup sont tués. Pour que vous viennent présenter à la face du monde des terroristes tueurs qui sont reconnus publiquement par les Nations Unies. Ils deviennent présidents. Et qui quitteront là un jour pour venir donner des discours aux Nations Unies. Condamner quoi? Qu'est-ce qu'on peut condamner de plus que condamner des crimes gratuits comme ça, tuer, ôter des vies, alors qu'on célèbre ceux-là qui tuent et ôtent les vies, qui menacent les vies des autres présidents, comme ils l'ont fait avec Donald Trump. Mes chers amis, c'est grave pour vous parce que vous découvrez. Ce n'est pas grave pour moi parce que je le sais. C'est pour ça que j'ai décidé de parler ici. Les Africains qui sont en Europe, en France, dès que tu commences à ouvrir les yeux, à sensibiliser, à informer, tu deviens un ennemi à abattre. Tu es persécuté, tu es menacé, tu es traîné dans les tribunaux parce que tu dis, ce pays n'est pas celui qui nous fait croire, promoteur des valeurs culturelles, éducationnelles, de vivre ensemble. Ce pays n'a pas de liberté d'expression. Ce pays, quand tu dis la vérité, on te tue, on veut te museler pour élever des tueurs, comme vous voyez là.
Je vous le dis avec beaucoup de tristesse parce que je sais ce que vous représentez pour l'Afrique, pour le monde, pour le Cameroun. Vraiment, nos parents présidents, aidez-nous à vous aider. Je dis, au-delà des distinctions que nous pouvons avoir dans la sous-région en Afrique, méfiez-vous de ces gens-là. Si vous avez la possibilité de ne plus mettre les pieds, vous êtes confondus. Et une fois, c'est ça qui a tué et fait tuer Thomas Sankara. Parce qu'il avait rappelé cela à ces gens-là. Que vous recevez des gens qui ont tué des gens, vous les amenez à venir fouler le tapis de chez vous, de leur sang. Monsieur François Mitterrand, des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Le frère ne savait pas que ce qu'il était en train de dire était une vérité de palissade. C'est-à-dire que c'est comme défoncer une porte ouverte. Ça n'a pas plu à Mitterrand. Il est passé par 2 présidents africains. Les 2 sont morts déjà. C'était Omar Bongo et un autre que vous connaissez du pays que vous connaissez là. Allez aussi chercher, faites travailler vos cerveaux. Passant par Blaise Compaoré. Ils l'ont exécuté, ils l'ont tué. Sankara est mort. Blaise Compaoré, aujourd'hui, après avoir rendu des bons et loyaux services dans le crime, entretenu des terroristes dans son propre pays, aujourd'hui, lui-même, il est en exil. Comment voulez-vous que je vous parle? Quel exemple voulez-vous que je vous donne? Quels sont les présidents africains qui ont fini leur carrière normalement et sont chez eux, en dehors des pays comme le Sénégal, des autres pays qui ont une autre logique politique? La plupart des présidents de l'Afrique centrale, où ils sont assassinés en cours de fonction, où ils sont en exil. Vous les voyez? On a tué Mobutu, on a tué Sankara, on a tué Idriss Déby, on a tué Bongo. Bongo a été tué à l'hôpital. Même le pays dans lequel il est parti, le premier ministre ni le roi de ce pays-là, personne ne s'est déplacé. Pour dire maintenant, ce monsieur, c'était quand même un président avec qui nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans des meetings, dans des réunions. Allons quand même lui rendre un dernier hommage. Personne n'a bougé. Il est mort, il est parti. Aujourd'hui, hier, ils ont pris son fils. Pour avoir dit un certain nombre de choses, lui aussi a été éliminé. L'AVC de ce monsieur-là était un AVC organisé, provoqué. Celui qui est venu aujourd'hui, s'il n'apprend rien, ce n'est pas faute d'avoir pas été informé. Ce n'est pas faute d'en avoir pas été au courant. Il a vu les autres passer. S'il est venu dans la liste s'inscrire pour mourir de la même façon, il partira. Il partira, il rentrera dans la liste de ceux qui meurent bêtement. Je parle là de Lénine.